débouche sur un constat très difficile pour le Sénégal, d'un déficit qui cumule à 14% et d'une dette publique qui est de 119% du produit intérieur brut. 14% contre 4, quelque chose pour cent qui avait été déclaré et 119% contre 74% qui avait été déclaré par l'ancien régime. Évidemment, et c'est le lieu de féliciter et de rendre un hommage à son Excellence le Président de la République, qui aurait pu faire le choix de la dissimulation. Je me rappelle des rencontres tenues autour de lui au palais avec les différents ministres concernés, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie et le désormais ministre d'État chargé de l'agenda et un certain nombre de ses conseillers, des réunions qui nous avaient permis d'apprécier la gravité de la situation, mais surtout des conséquences de l'exercice de vérité, si on choisissait de dire la vérité. Nous en étions conscients. Et le président a dit, je ne voudrais pas démarrer mon mandat sur un mensonge, je ne voudrais pas le dérouler sur un mensonge et le conclure par un mensonge. Et cet exercice de vérité a pour conséquence le respect difficile des engagements internationaux. Mais le Sénégal a tenu et jusqu'à présent, nous avons respecté notre signature, nous avons respecté nos engagements internationaux, sans pour autant que ça n'empêche le pays de continuer à faire face aux défis cruciaux à l'intérieur. C'est le lieu ici également de féliciter et de rendre hommage au ministre des Finances et du Budget, à toutes ses équipes, au ministre de l'Économie, qui chaque jour déploie un trésor d'énergie pour faire face à nos engagements internes et extérieurs. L'autre conséquence, c'est des conditions de plus en plus difficiles de financement extérieur, sur le financement extérieur. Évidemment, notre signature s'est dégradée. Vous avez vu tous les conséquences en termes de notation du Sénégal. Et c'était une des conséquences auxquelles nous nous attendions quand le président a décidé de se livrer à cet exercice de vérité. Le défi du retour à l'orthodoxie budgétaire, notamment l'objectif de revenir à 3% de déficit dans moins de 2 ans, c'est-à-dire en 2027. Un pas important a été réalisé dès cette année, puisqu'aujourd'hui, on est à moins 8% de déficit dans la loi de finances rectificative du moins. Et donc, la moitié du chemin a été parcouru déjà. Et de revenir également à un niveau d'endettement raisonnable et respectueux des critères de convergence dans le cadre de l'espace UEMOA. Tout ceci combiné à l'attente légitime des Sénégalais. Nous sommes au XXIe siècle, les peuples sont devenus impatients. Les peuples n'attendent plus, les peuples veulent des résultats immédiats. Vous aurez beau leur expliquer la situation héritée. Évidemment, quand on hérite d'un legs, c'est avec son passif et son actif, et plus le passif est lourd, plus la capacité à relancer et à réaliser est compromise. Mais c'est une réalité, les peuples sont à bon droit et légitimement impatients. Et le fait que le Sénégal soit projeté dans le top 5 des pays à plus forte croissance et peut-être le premier en 2025 en Afrique ne signifie pas grand-chose
si l'on considère ce que le Premier ministre de l'économie vient de dire, que la structure de notre croissance, dépouillée de la croissance, le PIB agricole et hydrocarbures, révèle des performances très faibles, voire médiocres, c'est-à-dire on ne dépasse pas les 4% de taux de croissance, ce qui pose un sérieux problème de productivité, particulièrement de l'investissement. Voilà les raisons qui nous fondent à travailler à un sursaut, à essayer de trouver des solutions. Lesquelles solutions doivent être d'abord endogènes, doivent provenir de l'effort interne produit par les Sénégalais, pour eux-mêmes. Ce plan de redressement permettra de trouver de nouvelles sources endogènes. Et dans le tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, nous détaillerons ces ressources endogènes. Il nous permettra de retrouver les équilibres budgétaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Il nous permettra d'accélérer la progression de notre économie. Ce plan de financement pour le redressement de l'économie est fondé sur un certain nombre de principes. D'abord, le respect des engagements internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous tenons, quel que soit le régime qui a pris ces engagements et quelle que soit la nature de ces engagements, évidemment, nous pouvons travailler à identifier dans ce paquet de dettes la partie de la dette odieuse et poser le débat plus en profondeur avec les partenaires. Mais globalement, nous tenons à respecter ces engagements internationaux. Nous voulons remonter cette situation héritée sans pour autant aggraver la dette publique. Nous voulons le faire sans brader nos ressources naturelles et foncières. Nous voulons le faire dans une quête de souveraineté dans le secteur bancaire et particulièrement des banques à connotation publique. Nous voulons le faire sans mettre trop de taxes supplémentaires sur les investisseurs au détriment de l'attractivité de notre pays. Nous voulons le faire par un exercice de lutte contre la fraude sous toutes ses formes et nous voulons le faire dans le respect de l'équité, dans la contribution financière des acteurs, règles essentielles du droit fiscal. Alors, nous avons entendu beaucoup de développement sur les plans de redressement. En quoi ce plan de redressement est différent des autres? Nous ne sommes pas remontés jusqu'en 1979 pour le PREF, qui semble être le premier plan de redressement, mais comparativement au financement du programme de résilience économique et sociale qui a été élaboré pour faire face aux conséquences de la crise de la Covid-19, dans son modèle de financement d'abord, le PRES avait été financé à 84,5% par les partenaires, au moyen de prêts concessionnels, de dons et de reports d'échéance. L'État, pour un budget prévisionnel de 1 000 milliards, n'avait contribué qu'à hauteur de 102,25 milliards, soit 13%.